Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio pour terminer cette magnifique 6e journée avec nous, avec toute l'équipe Sud Radio, avec Quentin Cabanis, le maître des lieux. Salut Quentin. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Alors je sais pas si je suis le maître des lieux, en tout cas je suis le plus présent ces derniers temps. Voilà. Ok. Bon. Voilà, très écoute, je garde avec je garde les Antoine murs. Mazer qui sort d'une soirée blanche à Saint-Trope. Salut Antoine. Ah non, c'est pas moi que t'es croisé, c'est peut-être un joueur de Toulon, mais c'est pas moi. Et il est très beige quand même. Ouah. Et quel joueur de Toulon? Tiens, parlons-en. Il a annoncé Antoine Yannick Mazer. Hilliot. J'ai signé une clause de... Il a dit Yannick Hilliot. Alors non, c'était pas lui. Non, je sors d'un match amateur, je suis allé voir un match amateur. Voilà, le rugby, ça change un petit peu de la Pro D2 et du top 14. Il y a pas que la Pro t'allais voir D2 quoi et comme top match 14. Ça lui a rappelé ses soirées MMA. Exactement, j'étais voir Ouais, Courbevoie. bagarre ou pas? Courbevoie face à l'Union Barbezieux-Jonzac, Fédéral 1. Ouais, il y a une énorme bagarre en espoir. C'est parti. Donc on a la vidéo, on diffusera pas parce que sinon la commission de discipline va sévir. Et Attends, ne quitte pas. On a Florian Grill sur l'autre ligne. Bonjour Florian. Alors comment ça, commission de discipline? Non, honnêtement, et j'étais très surpris du niveau de jeu. Alors oui, on va venir Fédéral, ça commence à jouer, Pardon. mais honnêtement, très très beau niveau de jeu. Victoire chez les espoirs de l'Union Barbezieux-Jonzac et victoire pour la Fédérale 1 de 31-27 de Courbevoie avec beaucoup de joueurs qui sont passés notamment par le Racing 92, par Suresnes. Une très belle équipe, du très beau jeu déployé. C'était un très beau match. Notez la belle prestation du pilier Florian Bretonnet en espoir qui notamment aura pris, je pense, va prendre 5 matchs de suspension suite à sa belle bagarre générale. Donc il a oui, les quand mains même. de ses potes comme ça directement. Bonsoir Enzo Jacquet. Il avait prévu 16-42 en faveur de Clermont à Toulouse. Le résultat était 48-14. Comment ça va? Bah ça va mal. On est sous calmant, mais ça va le faire. Hein. Il a passé un bon moment. En tout cas, je peux te dire que d'habitude il est très souriant et qu'il la ramène beaucoup. Aujourd'hui, il est très calme en rédaction. C'est bien, c'est parfait. Il Ça en continue ainsi. a pris Peut-être qu'il leçon fera de la fête modestie. quand même ce soir parce que à partir de 20h30-35, il y aura un haut de l'affiche qui s'annonce absolument exceptionnel. Et il aura 15 secondes. Je n'ai jamais vu De quoi autant m'achever. de tractations pour un haut de l'affiche. On m'a limite fait des chèques. Des chèques pour faire gagner et tout. Enfin, j'ai reçu des tractations même de gens qui ne sont pas de Sud Radio, donc c'est quand même assez Il va hallucinant. falloir que je m'y mette alors parce que Je crois que ce jeu va beaucoup trop loin. Mais évidemment, on va le vivre breveter. ce jeu ce soir. On va le vivre avec un juge très particulier. Bonsoir Pierre Amiche. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir, en direct de Gerland pour une affiche alléchante, magnifique, entre le Stade Français qui se déplace dans la tanière du Loup. Donc forcément, on va se régaler. Et moi, pour le petit clin d'œil, je suis pas allé voir du rugby amateur, mais j'ai fait du rugby amateur, Régional 3. Ça s'est on a passé été comment? nuls. où est-ce que t'as mal? Oh, je me suis fait à peu près partout, mais surtout j'ai pris un coup de genou dans la tronche. Donc heureusement qu'on fait de la radio et pas de la télé, parce que là ça aurait été interdit pour les moins de 16 ans ou 18 ans. Parce que je me suis fait flinguer, hein, c'est comme ça arrive. Tu l'as pris dans J'ai le pas nez été très bon. Non, alors le nez était tordu avant, non, dans l'œil. Ah. Mais non, mais surtout, Ah. alors j'ai pas été très bon, mais j'ai pas été nul, donc je suis assez fier Ça, de moi, c'est- tu vois, ce c'est soir. pas mal déjà. Ouais, c'est ça. Alors bon, bah oui, il y a pas eu de bagarre, contrairement au match d'Antoine, mais on s'est battu avec pas du nos rugby, armes. alors. quoi. Non, pas vraiment. Non mais attends, donne-nous le résultat attends, quand même. On a envie d'avoir un Ah ouais. score pour envoyer une dépêche à l'AFP quoi. Bien sûr, 33-6 en faveur des quand même. adversaires. Ah oui quand même. Ah ouais, non. Je me disais généralement quand on dit pas le score, Ah non. il y a anguille sous roche. Après, Bah Il y a non, truite mais- sous roche en Alors, l'occurrence. mais- le score reflète pas l'écart. Voilà. Enfin, l'écart de niveau. D'accord, quoi, ah tu bah vois. oui, bah c'est ça ce qu'on Qui dit. était bien plus important. Et évidemment, j'embrasse tous mes coéquipiers du RCHT qui écoutent tout ça. Qui est à vendre, a priori. religieusement. Bah Comment non, du coup, il n'est plus. Le RCHT qui est donc à vendre puisqu'il a été acheté. Oh, bah, Enfin, qui était à vendre. C'est excellent. RCHT, je l'ai par rapport au fait que c'était acheté. Oui. On va se régaler ce soir en tout cas. Bah, sinon la performance en mêlée fermée après quand on reprend le rugby après pas mal d'années, j'ai c'est été pas évident la impérial. mêlée. Commotion. C'est vrai. Ah, j'ai Ah été- bah ça j'ai- c'est super. J'ai été impérial, j'avais un troisième ligne de 60 kg qui poussait derrière moi et un talonneur Wow. de 81 Mais c'était kg. mêlé simulé. Ah ben non. Ah ben non, c'est poussé jusqu'à la conquête du ballon. Donc comment te dire que j'ai passé un petit moment délicat. Arrivé à la 60e, j'ai dit au coach soit tu me sors, soit tu le sors parce que là c'est plus possible. Non, en plus je suis sévère, mais en vrai c'est difficile la reprise. J'avais pas joué depuis longtemps et je suis vieux, donc forcément On mes connaît. coéquipiers ils se battent pour moi, mais c'est pas suffisant pour l'instant.
Bah ça va aller, ça va progresser. Mais après, sinon tu sais, tu peux essayer de pousser en travers un petit peu, et ça peut t'amener au Leinster, hein, cette histoire, sur un malentendu. Il sera notre c'est invité dur, quand même hein. demain sur Sud Ah, Radio. c'est Donc dur. là, il va décliner vite l'interview. Rabah Slimani. Je rigole, oh là là. On peut plus parler de Rabah Slimani tranquillement, quoi. On lui enverra la pige et on verra ce qu'il tiendra demain. T'aurais pu attendre une semaine quoi pour l'attaquer directement en frontal quoi. Non, mais après ça va, il a pas non plus une carrière à l'Antoine Guillamon. Allez, parlons quand même des résultats de. Donc il y a Ah ouais, zéro- ça tire à à balle réelle. Bon, quoi. ça va, on parle de rugby, c'est dimanche soir sur Sud Radio. 5 minutes les- d'émission, il a déjà cartonné 4 carrières. C'est terrible. Oh bah ça va, moi tu vois, tu sais la mienne elle a été cartonnée depuis un bon petit moment. Les mecs sont pros, ils savent qu'ils ont fait ils savent les carrières qu'ils ont fait. Et immense respect à Rabah Slimani. Ah bah, qui a fait une grande Très Pas très grande Antoine Guillamon, carrière. C'est ça. Quentin Cavlis, les résultats de cette 6e journée du top 14 et de la Pro D2. Bien évidemment, toute notre sympathie à Antoine Guillamon qui est quelqu'un de très très Mais on sympathique. l'embrasse, hein, On l'embrasse, bien hein. sûr, Le on l'embrasse Bressan. Antoine. Là-haut. Bien sûr. Non, n'exagère pas Antoine. Qui c'est qui a dit là-haut Antoine Mazer. Non mais quand même. Bon, sinon pour les résultats de la 6e journée de Pro D2, revenons un petit peu à des choses sérieuses, messieurs. Agen a battu Dax 20-10, Oyonnax a battu Colomiers 21-17, 6 partout dans un match exceptionnel entre Soyaux-Angoulême et Aix-en-Provence. Nice a battu Mont-de-Marsan 29-27, succès de Grenoble face à Valence-Roman 44-22, Montauban a battu Aurillac 31-20, Nevers s'est imposé face à Béziers 28-23, succès de Brive face à Biarritz 31-13. Pour la 6e journée de top 14. Le ça classement peut-être. Oh, tu veux le Le classement Pro D2? Tu veux le classement Ah Et bah Brive ouais. est leader. Voilà, Brive est leader devant Montauban, Biarritz, Colomiers, Grenoble, Béziers, Soyaux-Angoulême, Aix-en-Provence, Agen, Oyonnax, Mont-de-Marsan est 11e devant Dax, Nevers, Aurillac. Nice est actuellement 15e, Valence-Roman dernier. Voilà, il y a le Et classement puis de la le top Pro D2. 14. Bah oui, parce qu'il y a ça aussi, le top 14, avec un match exceptionnel pour démarrer cette journée. Hier, Racing 92, RCT, du jeu de partout, 22-6, c'est le score final. Ensuite, Pau a battu Castres 33-26, succès de Bayonne face à La Rochelle 37-7. Montpellier a battu Vannes 26-24, succès large de l'UBB face à l'USAP 66-12. Et Toulouse a battu Clermont sur le score de 48-14. Il y a quand même quelques news concernant ces rencontres et notamment le retour d'Antoine Dupont qui a été très remarqué puisqu'il a inscrit un triplé en moins de 12 minutes, une soirée qui pourrait sembler parfaite pour les Toulousains, mais voilà, il y a des petits bémols. Sortie sur blessure de Romain Ntamak qui semble touché au niveau du mollet, on parle d'une déchirure, et Thomas Ramos qui est sorti également. Alors lui, il semble touché à la main, et en conférence de presse, le staff toulousain était rassurant, il nous disait que c'était simplement gonflé. Ronan O'Gara, lui, il y a un événement qu'il n'a pas trop apprécié, c'est la signature de Georges-Henri Colombe du côté du stade toulousain la saison prochaine, et on peut dire qu'il a un petit peu égratigné son pilier en conférence de presse à l'issue de la rencontre. Alors je cite, pour moi il y a Uni, Alexandre, Joël et lui en 4e place. J'adore Georges, je suis très déçu mais je dois accepter que le système est trop fort pour moi. Donc voilà, de la rancœur pour Ronan O'Gara suite au départ de Il est son 4e dans la hiérarchie, a priori. C'est ça l'info. 4e dans la Le mec, hiérarchie. le mec, en équipe de France. il est talonné par un espoir, Ouais, quoi. c'est ça. On en est là, quoi. Non mais Sinon- évidemment, il pense pas ce qu'il dit. Ronan O'Gara, c'est pas Ah mais non, possible. mais là c'est quand tu vois ton ex partir, Après, t'es triste. il a raison parce qu'en termes de temps de jeu depuis le début de la saison, il est vraiment le 4e pilier en termes de temps de jeu. Mais après, c'est en termes Oui, de temps de d'accord. jeu. Après Mais on pas fait dans la dire ce qu'on veut aux hiérarchie. chiffres, Antoine Mazer. Non mais même pas en termes de temps de jeu, c'est pas possible. Parce que Sclavi, il a pas joué. Il a moins de temps de Et jeu il qu'un était, mec il qui était en absent. rugby championship. Bon, sinon ça se passe pas très bien pour l'équipe de France féminine de rugby dans le W15. Nouvelle défaite des Françaises. Cette fois, c'est face aux championnes du monde, les Néo-Zélandaises. Défaite hier 39-14, 6 essais concédés par l'équipe de France. Et puis enfin, un mot sur l'affaire Hugo Oradou et Oscar Gégou. La justice argentine a rejeté aujourd'hui une nouvelle expertise médicale présentée par les avocats de la plaignante. Il faut savoir qu'on se dirige donc de plus en plus vers un non-lieu comme demandé par le parquet de Mendoza. On aura la réponse finale le 18 octobre, Alexandre. Premier sujet qu'on va aborder ce soir, ça a d'abord été une dépêche AFP qui nous a tous fait un peu frémir. World Rugby a annoncé mardi avoir franchi une étape pour l'adoption de plusieurs nouvelles règles, dont le carton rouge allégé à 20 minutes.
Quelle idée. On va en parler justement dans un instant sur Sud Radio, puisque eh bien, il y a des nouvelles règles qui vont être adoptées à partir du 14 novembre. Alors, elles ne seront pas forcément toutes adoptées, mais parmi les règles, qui sont sur la table, il y a la limite de 30 secondes pour jouer les mêlées et les touches, pour accélérer cette phase de jeu. Il y a aussi la possibilité de faire un arrêt de volée dans ces 22 mètres sur les renvois. Et puis, eh bien, il y a cet incroyable, ce choix, donc d'un carton rouge de 20 minutes qui a déjà été expérimenté en Rugby Championship, dans le Women 15 et dans la Pacific Nations Cup. Est-ce que le carton rouge de 20 minutes est une atteinte à l'essence du rugby? C'est la question qu'on vous pose ce soir sur Sud Radio. C'est le premier grand débat de cette soirée dans cette Radio Libre Rugby. Pour en parler, on accueille Philippe de Grenoble. Salut Philippe. Bonsoir Philippe. Auditeur isérois. Salut à tous. On va en parler avec toi, évidemment, de ce carton rouge de 20 minutes avec toute l'équipe. Tiens, ton premier avis. Est-ce que le carton rouge, eh bien, est une atteinte à l'essence du rugby? Quel est ton avis, Philippe? Le carton rouge, pour moi, c'est comme dans tous les sports. De toute façon, quand tu fais une faute et que tu prends un coup de genou dans la figure, comme peut-être l'a reçu Pierre cet après-midi, ou les bagarres qu'Antoine a pu voir, il faut que ce soit sanctionné. Donc, c'est un sport de contact, c'est un sport de combat. Le carton rouge est là pour sanctionner une faute importante. Après, je comprends que World Rugby ait peut-être envie de mettre un peu plus de spectacle dans son sport, parce que quand tu prends un carton rouge, en général, la défaite, elle pointe le bout de son nez très rapidement. Donc oui, une atteinte au rugby, ça c'est sûr. Alors, pour être précis, cette nouvelle règle indiquerait que le joueur serait quand même tout de même expulsé pour la durée totale du match et même pour le match suivant, mais il pourrait être remplacé au bout de 20 minutes. Antoine Mazer, est-ce que c'est une atteinte à l'essence du rugby, ce carton rouge de 20 minutes? Je suis pas sûr. On en a beaucoup parlé sur Sud Radio. Et au final, en vrai, quand l'info elle sort, on a forcément toujours une petite réticence parce que tout ce qui va changer au rugby. Voilà, on se dit pourquoi toujours changer? Pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de chercher des règles? C'est vrai qu'on est l'un des sports, on a l'impression qu'on change tout le temps de règles. Mais c'est vrai que quand on se pose un petit peu et qu'on regarde si finalement c'est pas une bonne chose, je me suis posé la question et finalement j'ai retenu 3 arguments qui me disaient que peut-être que c'était une bonne nouvelle. Donne-nous le premier. L'équité sportive, c'est certes une sanction individuelle, mais ça deviendra une sanction individuelle, ça ne deviendra plus une sanction collective. Mais je trouve qu'en termes d'équité sportive, quand un match il est tué au bout qu'on voit un carton rouge au bout de 5 minutes de jeu, on dit ça y est, le match c'est fini. Ça y est, le match, on sait déjà que le match que tous les plans de jeu qu'avait toute la stratégie, le match perd de son essence. Le match perd de son essence, mais en termes de stratégie, on sait déjà que tout va être plié. Quentin. Non, mais si le match perd de son essence, cet argument. D'accord. Oui, je veux bien que le match n'est plus le même. Mais en même temps, le fait de prendre un carton rouge, c'est une pénalité en soi. Donc, si le match perd de sa superbe, c'est la faute de la personne qui a commis la faute. Je veux dire, c'est pas parce qu'il l'a fait à la 5e, qu'à la 10e, qu'à la 15e que ça va changer grand-chose. La personne a fait la faute, il a choisi ou il a pas fait exprès, mais il a mis en danger son adversaire, il met en danger son équipe. C'est normal qu'il soit pénalisé, c'est normal que son équipe soit pénalisée. Le rugby, c'est un sport collectif, c'est pas un sport individuel. Au tennis, à la rigueur, tu te prends des fautes, tu prends que pour toi, évidemment, mais au rugby, c'est un sport qui se joue à 15 ou même à 23. Et tu prends un rouge, c'est normal que ça pénalise tout. Dans tous les sports, un rouge t'es exclu, tu reviens pas. Oui, mais de toute façon, dans le rugby, tu reviendrais pas non plus. Par contre, tu pourrais être remplacé. Mais regarde, contre-argument, en NBA, t'as un joueur qui prend 2 flagrantes, il est expulsé du match. Pourtant, il y a toujours 5 joueurs sur le terrain. Handball, c'est pareil. Pas jouer à 3. Handball, c'est pareil. Il y a des choses au hockey sur glace aussi. Ouais, mais ok, sur glace, ils ont le droit de se battre. C'est pas le Non, même mais c'est quoi là, Tu reviens pas, hein. Est-ce que là, en refusant cette règle, si on est contre cette règle, est-ce qu'on est trop conservateur, Pierre Amiche? Est-ce qu'il faut pas moderniser ce sport professionnel? La modernisation, ça suffit. Au bout d'un moment, on essaie toujours de vendre le rugby à des gens qui n'aiment pas ça à la base. World Rugby s'est mis en tête de convaincre le plus grand nombre, comme si on devait faire écouter des albums à des gens qui n'écoutent pas de musique. C'est la même chose pour le rugby. On cherche systématiquement à créer des règles pour dynamiser, rendre plus spectaculaire, rendre presque épileptique un sport qui n'a pas besoin de ça. Moi je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que si tu prends un rouge, tu prends un rouge, t'avais qu'à pas mettre un coup de poing, pas prendre un joueur en l'air. Et puis après il y a l'argument de dire oui mais si ça arrive au bout de 5 minutes, oui mais ça crée une iniquité. C'est-à-dire que si ça arrive au bout de 5 minutes finalement c'est pas si grave, alors que si ça arrive à 19 minutes de la fin tu finis à 14. Et donc là tu crées des situations qui sont par essence inéquitables. Donc voilà, moi je suis
absolument contre. Je trouve que c'est une nouvelle fois se sortir une usine à gaz comme on avait pu voir avec les bunkers, avec tous ces trucs-là. Au final, l'arbitre doit prendre ses responsabilités. S'il estime que c'est carton rouge, c'est carton rouge et l'équipe passe à 14. Voilà, donc évidemment, je n'ai pas voix au chapitre auprès de World Rugby, mais ce mouvement m'agace. Voilà. Dans la réflexion, moi je pense que les arbitres utiliseront, on verra plus de cartons rouges, mais je trouve que c'est une bonne chose. Notamment, on rabâche tout le temps qu'il faut protéger les joueurs, qu'on est là pour la sécurité des joueurs. Et ben je trouve qu'avec cette règle-là, l'arbitre il hésitera moins à sortir un carton rouge parce qu'il sait qu'il y aura peut-être moins d'incidence sur le match. Il sait peut-être que ce carton rouge, il aura peut-être moins d'incidence sur le match. Attends, laisse-moi juste 30 secondes, je finis. Et je trouve qu'avec cette règle du carton rouge, le joueur il sera sanctionné. Et au lieu peut-être de prendre juste un simple carton jaune, peut-être qu'il prendra 2 matchs en commission de discipline et que le prochain match, il laissera pas son équipe déjà pénalisée pendant 2 matchs, il laissera pas son équipe à 20 minutes sans joueur d'être remplacé, et peut-être que la prochaine fois il plaquera plus bas tout simplement. Peut-être que la prochaine fois il fera pas cette faute là qui lui aurait peut-être valu aujourd'hui un simple carton jaune. Il y a l'inverse, tu peux te dire aussi que là il sait qu'il va pas pénaliser son joueur. Il va pas pénaliser son équipe pour plus que 20 minutes. Mais il va la prochaine fois lui-même, il va prendre une amende, il va se pénaliser lui-même. Je pense que ça va vite le convaincre. Je pense que tu es énervé, tu vois, et tu t'en fiches de te prendre 2 matchs de suspension. Le mec qui va arriver, tu vas le dégommer et tu te dis c'est pas grave, dans 20 minutes mon équipe sera toujours à 15 contre 15. Question importante, est-ce qu'on va pas avoir des joueurs ciblés du style Antoine Dupont c'est le meilleur joueur du monde, on met un contrat sur sa tête, toi tu prends rouge et puis on s'en fout. Allez, est-ce qu'on va pas avoir des cas comme ça là? Toi de toute façon tu vas pas jouer de la saison, vu que t'es Georges-Henri Colombe. T'es là pour prendre ton rouge, on s'en fout. T'es Georges-Henri Colombe, t'es le numéro 4 de la rotation. Tu vas te faire Dupont. Voilà. Mais attends, mais il y a un risque. Mais c'est pas grave. Moi tu me mets ça dans la besace, je suis désolé. Si je suis un entraîneur mal intentionné, je me dis lui il est monstrueux, il porte son équipe, tu le flingues et puis tu prends ton rouge. Comme ça, t'es un entraîneur de série. Non mais attends, tu crois pas que ça peut arriver? Je suis pas sûr. Attends, quand on disait qu'on allait tuer Sexton, on le faisait pas à moitié quand même dans les années 2010. Quand il fallait sortir sur le 10 et le coucher, Sexton il se prenait des commotions à tous les matchs. 20 minutes en infériorité numérique, ça reste quand même je trouve une sanction qui est quand même. C'est 20 minutes. Tu dis que t'auras pas du point après. C'est 20 minutes. Et oui, mais t'es pas là non plus. On est là quand même pour protéger les joueurs. Je pense que les joueurs dans leur tête. Est-ce qu'on est là vraiment pour protéger les joueurs? Moi, je pense que oui. Est-ce que de dire que tu vas finir à 14, c'est pas protéger plus le joueur que de dire que dans 20 minutes tu vas pouvoir revenir à 15 contre 15? Pierre, qu'est-ce qu'on ouvre dans la boîte de pendant? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Je sais pas, en tout cas il y a une graduation qui va aussi être un peu bouleversée parce qu'aujourd'hui, 20 minutes c'est pas bien, mais aujourd'hui un carton jaune, on peut faire en avant volontaire et prendre carton jaune. Je trouve que la différence n'est pas assez notable entre un geste type accumulation de fautes ou en avant volontaire ou quelque chose qui mérite un jaune et qui entraîne pas forcément une blessure ou quelque chose de terrible pour celui à qui on l'inflige, et le fait de si j'arrive comme un avion, je te mets un grand coup de plafond dans la gueule et je prends rouge, mais en fait il y a que 10 minutes d'écart entre les deux, et je trouve que cette différence-là, elle n'est pas assez importante. Il y a 10 minutes, mais derrière la commission de discipline, tu peux prendre 3 matchs. Alors qu'avec un carton jaune, tu prends des points. Mais il y a des commissions de discipline quand même. Et il y a des commissions de discipline qui existent déjà. Oui, mais c'est pas la menace. Ton carton jaune, il n'est pas évalué de la même façon qu'un carton rouge. Mais c'est pas la menace d'une sanction future qui va bouleverser l'équité. Je pense que quand tu fais ton geste, tu penses pas au conseil de discipline. Si ton meilleur joueur, il est pas là peut-être pour le prochain match, c'est pas forcément l'impact sur le match, mais c'est sur la longue durée. T'imagines, t'as un Julien Bardi en 2024, 2025, avec l'application de cette règle, et tu lui dis, écoute, lui il nous emmerde, donc tu fais ce qu'il faut. Attends, t'imagines le danger du gars? Le mec est un danger sur le terrain. Je crois qu'il y a aussi un truc qu'il faut pas perdre de vue, c'est que l'équité ne va pas d'un match à un autre. L'équité sportive, c'est au sein du même match. C'est qu'on soit arbitré pareil, parce qu'il y a toujours des interprétations. Si tu me dis, oui, mais pour l'avenir, si jamais il prend un rouge et qu'il passe en commission de discipline, oui, mais la réalité, c'est que le match que tu as vécu, il a été modifié par cette nouvelle règle, ce qui serait jamais arrivé sans elle. Tu vois, c'est ça qui me gêne en fait. Bien sûr. Écoutons ce que disait Yohan Huget hier sur Sud Radio. Yohan qui était plutôt contre l'intronisation de ce carton rouge de 20 minutes. Il n'y a rien de logique. Qu'un carton rouge, tu ne rentres pas et tu te pénalises et tu pénalises ton équipe. C'est ancestral, que ce soit dans le foot, dans le rugby. Je comprends pas. Alors, on pénalise son équipe, mais il faut assumer les responsabilités. Alors on a un carton jaune et voilà, on est sur la sécurité du joueur. Faut aller dans ce sens-là. Comment on peut expliquer, Philippe de Grenoble, que l'argument du spectacle
entre véritablement au jeu dans cette décision de World Rugby? Mais parce que pour moi, on s'américanise en fait. Quand je vous écoute parler, et tu disais Alex que il y a peut-être des joueurs qui vont être dans le squad, et j'emploie ce mot exprès justement pour faire le rapport avec le foot américain par exemple. Il y a des joueurs qui vont être là pour peut-être faire des fautes quand il y en aura besoin en ciblant des mecs en face. Donc du coup, les gars, ils vont être payés pour ça. Donc après, qu'ils soient sanctionnés pour 2-3 matchs, ok, mais ils s'en foutent. En fait, ils sont là pour ça. Ils font partie de l'équipe et ils feront monter ensuite d'autres joueurs ou des jeunes des espoirs qui seront là pour pallier sur les matchs d'après. Donc en fait on veut du spectacle parce qu'on veut du jeu et que quand tu prends un carton rouge, on l'a dit tout à l'heure, mais moi je suis même pas d'accord avec cette notion de plus de spectacle si jamais le joueur revient. Moi je suis désolé, une équipe qui joue à 14 ça crée forcément plus d'espace, tu vois plus de choses dans le jeu, le match est plus dynamique. Moi je trouve que il se passe des choses quand l'équipe est à 14 que tu vois pas forcément à 15 contre 15, ça crée des espaces et tout, le match est parfois plus cool à suivre après un carton rouge aussi. Et moi, pour une équipe, mais après l'autre équipe a fait faute. Il y a un moment où t'es puni quand tu respectes pas les règles, t'es puni, c'est logique. Ouais, mais t'es puni pendant 20 minutes uniquement et pas pendant tout un match quand tu restes à 14. Là, moi, l'idée de ce carton rouge de 20 minutes, c'est même pas le temps, c'est le fait que tu puisses être remplacé ensuite après 20 minutes. Tu restes à 15 finalement. C'est comme deux cartons jaunes qui vont s'accumuler. Sur le spectacle, Philippe, sur le spectacle, là je vais sur YouTube actuellement, je fais rugby, espace, les premières suggestions qui me viennent, c'est rugby bagarre, rugby big fights, rugby big hits, rugby best of tackle. Donc en fait c'est ça que les gens veulent voir en fait, de la violence. Et du coup, de façon évidente, World Rugby appuie sur ce thème-là de la violence. C'est ce que tu penses? J'espère pas en fait, parce qu'on est là pour dire qu'il faut protéger les joueurs et on en parle tout le temps. Quand on voit le carton rouge qu'a pris Nakalevou hier, on se dit voilà, des gros plaquages comme ça, c'est interdit, on veut plus les voir sur le terrain de rugby. Aujourd'hui il y a les caméras, etc. Les joueurs peuvent plus se mettre des marrons comme ils le faisaient il y a quelques années, et heureusement. C'est ça en fait, il faut enlever tout ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison, quand tu tapes sur internet, oui, on a envie de voir des gros plaquages, des cartons, etc. Peut-être, comme le disait Pierre, pour faire venir des gens qui ne connaissent pas le rugby et qui vont dire tiens, c'est violent, on se met des coups, les mecs ils restent par terre, ils se prennent des cartons, des arrêts buffets, ok, mais l'arrêt buffet ça fait partie du jeu. La violence, non. Et là où je suis d'accord avec Philippe, c'est qu'on fait tout on n'arrête pas de parler de la sécurité des joueurs. On va changer le carton rouge, ils vont pouvoir revenir, on va faire chier les joueurs parce qu'ils ont un casque qui est pas de la bonne couleur. Du coup, t'en as les 3/4 qui mettent plus de casque parce que justement ils sont obligés d'avoir un casque de la couleur du maillot, ils ont plus le droit d'avoir le casque avec lequel ils jouent depuis qu'ils sont gamins, etc. Du coup ils arrivent avec plus de casque, ils ont le droit de se faire défoncer, le mec a fait la faute, il va être remplacé au bout de 20 minutes. C'est quoi la suite? On réautorise la ligne de plaquage au-dessus des épaules, tu vois, cet après-midi j'étais parti voir un match de rugby amateur. Oui, et t'avais des bagarres. C'est ça qui t'a marqué dans le match, c'est ça dont tu nous as pas parlé. L'Union Barbezieux-Jonzac, c'était leur troisième carton rouge en 2 matchs. Et ben oui, ils m'envoient des messages, ils sont pour. Ils sont pour ce carton rouge. Ils sont pour. C'est des sauvages. Bah oui, forcément. Eux, c'est leur 3e carton rouge en 2 matchs. Et ben eux, ils veulent justement. Justement, c'est ça. Ils veulent pouvoir continuer à se battre sur le terrain. C'est par le jeu comme ça, c'est leur jeu, c'est leur style de jeu, c'est leur façon de jouer. Excuse-moi, ce que tu nous as envoyé, c'est pas du jeu, c'est n'importe quoi. Mais même toi, tu crois pas à ton argument. Non mais alors attends, non mais là où il y a un point intéressant dans l'argument d'Antoine, c'est que il y a des gens qui sont pour ces nouvelles règles là. Bien sûr, notamment les arbitres. Et là en l'occurrence, c'est encore une fois une règle du Sud qui arrive, qui va probablement être internationalisé, et c'est toujours moi un truc qui m'érisse le poil, Pierre. J'ai la sensation que World Rugby n'écoute que le rugby du Sud et le Super Rugby et le Rugby Championship. Il n'y a pas de Français à World Rugby dans les réunions. Mais c'est hallucinant. C'est pas la seule explication, il n'y a pas qu'une explication politique, c'est qu'aujourd'hui World Rugby est extrêmement dépendant aussi de la Sansar, parce que sans aller dans son sens, c'est la mort d'une partie du rugby. Aujourd'hui l'hémisphère sud est dans une situation dramatique au niveau économique, que ce soit la fédération néo-zélandaise où ça va pas fort, mais surtout la fédération australienne où c'est la banqueroute totale. Donc clairement il va falloir trouver des moyens de rendre le rugby de l'hémisphère sud un peu plus populaire, et leur solution c'est de le rendre plus spectaculaire, parce que c'est aussi les attentes qu'on a autour du Super Rugby.
Donc voilà, il y a pas qu'une décision forcément politique, il y a aussi une décision qui tend vers l'économie. Juste pour rappel, hein, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, si demain organiser 17 matchs de la Nouvelle-Zélande par an, ça vous dérange, il va falloir trouver d'autres solutions, quoi. Parce que si les Néo-Zélandais ils font 17 matchs par an, c'est pas parce qu'ils sont sympas, parce qu'ils ont besoin d'oseille. Donc voilà, c'est difficile pour World Rugby de trancher dans le sens des Européens, parce que pour rappel, la Fédé française notamment avait poussé et pesé de tout son poids pour ne pas avoir ce carton qui avait été testé une première fois en 2022 dans le Super Rugby. Moi, il y a aussi un autre truc en défaveur de ce carton rouge, c'est que je trouve que on a fait des tests et c'est pas très concluant quand même. Enfin, j'ai pas le sentiment que ça a bouleversé totalement la façon de concevoir le rugby dans l'hémisphère sud. Ils jouent comme avant, quoi. Enfin, ça change pas grand chose. Donc ils veulent ménager du suspense pour mieux vendre leur championnat, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment une solution mondiale. C'est vrai que c'est sur cette influence là du rugby du Sud sur l'élaboration des règles, il y a des explications, Antoine. Non, mais on l'a eu très justement, il l'avait expliqué Mathieu Rénal quand il était venu nous expliquer la nouvelle cellule, c'est que la France aujourd'hui ne pèse pas à l'international. Voilà, c'est clair, c'est évident sur ces questions d'arbitrage, sur ces questions de refonte des règles, sur ces questions pour innover le rugby, pour justement aller peut-être protéger plus les joueurs. La France n'a pas son mot à dire, et ça, je trouve ça scandaleux. Je trouve qu'aujourd'hui, ça, quand on veut parler d'équité sportive, ça ne l'est pas, parce que ce ne sont pas les mêmes championnats, et on le voit d'ailleurs au niveau international. Souvent, il y a une incompréhension au niveau arbitrage entre ce que l'on peut voir chaque week-end en top 14, ce que l'on peut voir même des fois en Coupe d'Europe, et ce que l'on peut voir au niveau international. Et tant qu'il n'y aura pas une uniformisation générale des différentes alors je sais pas, c'est pas comme une assemblée, mais que tout le monde puisse donner son avis, que tout le monde puisse avoir son grain de sel à dire sur ce genre de choses, je trouverais ça beaucoup plus logique, et peut-être qu'on avancera plus le débat et qu'on aura moins de choses négatives à dire sur ces règles. Philippe, il faut, on sait que Mathieu Rénal et Romain Poite, mais ils travaillent dessus activement. Ils travaillent énormément dessus, et notamment aussi derrière Abdelatif Benazi pour aller à l'élection de World Rugby. Pour toi, c'est un enjeu majeur là qu'on essaye de peut-être un peu moins sudiser les nouvelles règles. On a l'impression que ça va que dans un seul sens. C'est un véritable enjeu pour toi? C'est un enjeu parce qu'on le voit sur les Coupes du Monde. Finalement, l'équipe de France et les Français, bien souvent, alors je ne vais pas parler de l'arbitrage parce que je ne vais pas relancer un débat sur l'arbitrage, mais c'est vrai que peut-être que la France n'est pas un pays majeur au niveau politique sur le rugby. On vient de le dire et à très juste titre. Et du coup, on reste derrière et on subit. Et finalement, en fonction de là où tu vas jouer, dans le pays où tu joues, tu fais pas le même sport. Donc le rugby, ça doit être, j'allais dire universel, c'est mondial en tout cas, World Rugby, et puis finalement c'est World South Rugby, quoi. Non, c'est pas ça en fait. Ah ouais, c'est ça. Non, mais il y a une vraie... Non, mais il y a une véritable question là-dessus. Mais comment ça se fait aussi, parce que c'est terrible de se dire ça. On a aujourd'hui peut-être le joueur le plus populaire du monde en termes de rugby. On a le meilleur championnat. On a peut-être la puissance fiscale la plus importante dans ce qui est en termes de rugby. Et on pèse pas. C'est quoi? C'est nos instances dirigeantes qui. Je vais t'expliquer très rapidement. Non, mais je vais t'expliquer extrêmement rapidement. Aujourd'hui, les All Blacks, par exemple, pour donner un exemple, les All Blacks, la valorisation de la société commerciale de All Blacks, c'est 3 milliards. Oui. 3 milliards, il faut bien se rendre compte. À titre de comparaison, les Springboks, qui sont quand même double champions du monde, sont valorisés à 400 millions. Donc on est quand même sur quelque chose d'absolument inouï. Et aujourd'hui, si les All Blacks disent on adore le carton rouge de 20 minutes, World Rugby dit c'est super, on va le mettre, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est le prix d'une franchise NBA, quoi, quasiment, les All Blacks. Ouais. Non, mais oui, on se rapproche, quoi, de ça. Les All Blacks ont besoin d'adversaires pour jouer aussi. Mais ils ont aussi besoin d'argent, donc il y a une véritable lutte d'influence. Pierre, j'entends que tu voulais réagir là-dessus. Ouais, c'est juste qu'on oublie aussi que Bernard Laporte était vice-président de World Rugby. Donc la France a pesé, et si c'était pas, oui, mais ça c'est sa faute à lui. C'est quand même lui qui a été démis de ses fonctions parce qu'il avait fait des bêtises. Donc c'est pas que la faute de World Rugby. Non, mais c'est quand même pas la faute que de World Rugby. Il y avait un Français qui était vice-président de World Rugby quand même, et un Français qui a été président de World Rugby pendant des années et qui s'appelait Bernard Lapassé. Donc il n'y a pas non plus que les méchants sudistes. Il y a aussi nous. On s'est mis dans une situation délicate. C'est nos instances que je remets en doute là-dessus, à ce niveau-là, parce que je veux dire, on a une puissance qui devrait faire parler, devrait s'imposer, et on le fait pas.
Voilà, c'était le premier débat de cette journée sur Sud Radio. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci à vous. Et belle saison du côté de Grenoble. Tu croiseras peut-être Pierre Amiche dans les stades prochainement du côté du stade des Alpes. Voilà. Tu me dis quand il est, tu me fais un message et on se retrouve à la buvette. Je veux dire à la bibliothèque avant pour travailler. Ouais, j'ai compris le message, t'inquiète pas, j'amènerai des livres. Allez, dans un instant, sur Sud Radio, on va se poser la question, quel est le grand enseignement de cette 6e journée de Top 14? C'est tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio avec toute l'équipe, avec Pierre Amiche du côté de Lyon, avec Antoine Mazer, Quentin Cabanis, Enzo Jacquet et vous au 0826 300 300. On est à une demi-heure maintenant du coup d'envoi de Lyon, Stade Français Paris. Est-ce que le stade se remplit progressivement à Gerland, Pierre Amiche, et on attend un petit peu non ou pas? Oh, il a rigolé, ça veut dire pas trop. Parce qu'en fait Gerland c'est assez particulier, c'est-à-dire que c'est un peu univers à l'anglaise. C'était une demi-heure du coup d'envoi, les tribunes sont vides, elles vont se remplir gentiment, mais là on est plus à la bodega que dans les travées de Gerland. Ça va se remplir, rassurez-vous. On annonce pour l'instant un stade qui devrait être rempli à hauteur de 80% de la capacité. Peut-être qu'il y aura une bonne surprise, on peut même avoir un guichet fermé, mais j'y crois pas beaucoup, j'ai pas croisé énormément de monde en arrivant. Mais en tout cas, match de dimanche soir 21h. Oui, et puis le problème des matchs de dimanche soir 21h, a fortiori face au Stade Français, même si on embrasse les supporters parisiens, c'est qu'il y a peu de chances de remplir à 100%. C'est pas comme quand on reçoit Toulon ou Toulouse où il y a des gens qui sont prêts à faire le déplacement, ou La Rochelle évidemment. Mais voilà, disons que c'est un subtil mélange entre la situation des deux équipes et l'affiche. Aujourd'hui, je suis pas certain que le stade soit full. Voilà. On accueille sur Sud Radio Alban. Salut Alban. Salut Alex, ça va? Ça va très très bien. On accueille aussi William de Brive. Salut William. Eh oui, bonsoir. Bonsoir William. Bonsoir. Voilà nos auditeurs spécialistes de rugby sur Sud Radio. On va se poser la question, quel est le grand enseignement de cette 6e journée? Mais d'abord les résultats, on les rappelle, Quentin Cabanis, avant d'évoquer les enseignements. Les résultats donc avec cette musique du côté de Lyon. Racing qui a battu le RCT 22-6. Pau qui a battu la Castres Olympique 33-26. Succès de Bayonne face à La Rochelle 37-7. Montpellier qui a battu Vannes 26-24. Succès de l'UBB face à l'USAP 66-12. Toulouse qui a battu Clermont 48-14. Alors, je vais vous proposer quelques enseignements. Vous pouvez les choisir ou carrément en proposer d'autres, si vous en avez d'autres. Le premier enseignement, c'est endormir son adversaire. Est-ce la nouvelle stratégie du Racing 92? Et les spectateurs. Et le spectateur. L'Aviron Bayonne a-t-il enfin lancé sa saison? Est-ce que le MHR progresse-t-il vraiment? C'est une autre question qu'on peut se poser. L'UBB, est-ce la référence du jeu de 3/4 de Top 14? Est-ce que Pau sans un bruit est l'équipe la plus surprenante de ce début de saison? Et enfin, du côté de Toulouse, Dupont, brillant évidemment, mais les inquiétudes aussi pour Romain Ntamak et Thomas Ramos. Voilà les enseignements que je vous propose. Si vous en avez d'autres, c'est avec grand plaisir. On commence par qui? Tiens, on commence par Quentin Cabanis, je le sens bouillant pour évoquer les grands enseignements de cette 6e journée. Lequel tu veux mettre en lumière? Écoute, moi je vais mettre en lumière la section paloise. Voilà, la section paloise. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup depuis le début de la saison, mais semaine après semaine ils répondent présent. Là, ça a été un match qu'ils ont surdominé en seconde période. Ils ont vu Castres revenir en première période. Ils ont vu Castres revenir en seconde période. Et puis finalement, au courage et avec la tête, finalement, ils ont réussi à aller tuer cette rencontre et s'imposer finalement 33-26. C'est un match qu'ils auraient pu perdre avant ça. C'est un match qu'ils auraient pu perdre, sachant qu'ils menaient de 22-0 je crois à la pause, quelque chose comme ça, et qu'ils ont vu Castres revenir quasiment à égalité. Ensuite c'est à ce moment-là qu'ils ont réaccéléré pour marquer un point et en plus priver le Castres Olympique du bonus défensif. Et le Castres et Pau, pour moi c'est deux équipes qui vont se battre jusqu'à la fin de la saison pour accéder au top 6. Tu vois, ça peut être une lutte pour 1 ou 2 points à la fin de la saison entre ces deux équipes. Donc là, Pau 5e, c'est pas une anomalie pour toi? Pour moi, c'est la véritable place de la section pour le moment. C'est une équipe qui progresse chaque année. On voit des jeunes qui montent en gamme chaque année. On voit les Gaëtons qui progressent tous les ans. Atis Otbe qui est en train de confirmer. Simons qui est efficace au pied. Robson qui joue bien à la mêlée. Voilà, c'est une équipe qui grandit, j'ai l'impression, saison après saison, la section paloise. Là, ils vont avoir un vrai révélateur, c'est qu'ils vont recevoir Toulouse et ils vont aller à l'UBB sur les 2 prochains matchs. Oui, alors là, non, mais c'est là on va voir. Ça va pas être facile. S'ils arrivent à faire 4 points sur les 2 matchs,
Ouais, ça va déjà être pas mal, hein, et ils peuvent peut-être même espérer 5, hein. Ils peuvent prendre un bonus défensif aussi sur le match à l'UBB, pourquoi pas, mais en tout cas la section paloise pour moi fait partie des équipes qui vont s'accrocher et sur laquelle il va falloir compter jusqu'à la fin de la saison pour le top 6. William, est-ce que tu as envie d'évoquer la section paloise ou est-ce que tu as un autre enseignement que tu veux mettre en lumière? Il y a un enseignement assez important, c'est que Montpellier progresse, pas évident, mais surtout est encore en vie. Parce que ce qu'on a pu comprendre en avant-match, c'est que le staff était déjà sous pression, même si bon, ça paraissait pas une grande nouvelle, mais quand même, ça des Montpelliérains. Donc, ouais, mais c'est des Montpelliérains, là, c'est quand même pas des tirs. On entend Alban qui se marre derrière. C'est toujours comme ça à Montpellier, en fait. Tant qu'il n'y a pas d'organisation, c'est que ça va. Exactement. Non, mais là, d'abord Benoît Payot qui a fait 20 ans là-bas, Joan Codulo, pareil, qui est un des historiques lors des premières saisons suite aux remontées. Donc savoir qu'ils étaient déjà en difficulté, c'était une info hyper importante. Et là, ils ont gagné. Alors c'était pas terrible. Ils ont eu chaud. Ils peuvent remercier mais c'est gagné. Et ces 2 points en cas de défaite, ils se retrouvaient 13e, 14e. Et là, j'imagine que ça donnait le feu. Ouais, ça donnait le feu. Et là, ça pouvait vraiment rugbystiquement, ça progresse pas. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Ils ont du mal à battre Vannes chez eux. Parlons vrai. Ouais, mais c'est nul. Mais souvenons-nous l'année passée, ils se faisaient coffrer contre les derniers, ils se faisaient coffrer contre Perpignan. Et là, cette fois, ils ont réussi à gagner. Là, ils le perdent, je pense. Et celui-là, il se le gagne. Alors, il se le gagne moche. C'est catastrophique parce qu'il n'y a pas 3 temps de jeu, c'est pas du niveau top 14. Mais en tous les cas, ils l'ont gagné. Et c'est quand même une info importante de cette journée de top 14 avec Montpellier qui pose question, mais qui a réussi à s'en sortir face à Vannes. Je suis pas sûr qu'il soit rassuré sur ce match. Hein. Tu te dis que tu te fais accrocher, que tu peux le perdre à tout moment contre Vannes à la maison, alors que Vannes c'est clairement le concurrent pour le maintien. Tiens, c'est pour ça que je vais vers Alban. Alban, est-ce qu'il y a un enseignement que j'ai énoncé qui t'intéresse, ou je t'en propose un petit dernier? Est-ce que Vannes est l'équipe qui a le plus de regrets pour l'instant dans cette saison de top 14? Tu me fais du mal là, tu me fais beaucoup de mal. Alors je vais rester sur l'enseignement que je voulais mettre devant au départ. C'est Bayonne. Je pense que Bayonne a vraiment lancé sa saison ce week-end. Il a lancé ses délocs. Ils ont lancé leur déloc. Ça avait première victoire en déloc sur les 3 dernières. Ouais, il y avait ce contexte de Bayonne qui avait ça en fait dans le fond de la tête. À chaque fois qu'ils vont à Noeta, ils prennent une piquette. Enfin, piquette non, mais ils perdent. Et là, ils ont réussi à vaincre cette malédiction. Et puis là, la piquette, c'est eux qui la mettent. Hein. Elle est sévère. Il a mangé piquette. Voilà, elle est claquée. La Rochelle a pris un tarif. Hein. Et puis alors, ils ont vraiment passé un bon week-end entre l'annonce de Colombe et la défaite. Ouais, et puis les annonces après en conf de presse avec les petits tacles à Colombe. Du grand Ronan Nogara ce week-end. Un homme classe. Voilà. Pierre, tiens, est-ce que tu as envie d'évoquer La Rochelle ou tu as un autre enseignement? Non, par simple esprit de contradiction, j'irai sur Clermont. Qu'est-ce que c'est triste, quoi. Et franchement, non mais c'est vrai. C'est-à-dire que je veux bien que tu perdes à l'extérieur, ça c'est pas dramatique, c'est pas infamant. Que tu perdes à Toulouse encore plus. Mais j'ai l'impression que le discours est pas du tout en adéquation avec ce qui se passe. Cette semaine à Clermont, on nous a expliqué, vous allez voir ce que vous allez voir, on veut exister à l'extérieur, on n'y va pas pour en victime expiatoire et tout ça. Il a demandé du cœur ou pas 50 points. Je sais pas. Parce que normalement c'est toutes les comme semaines. le Racing a du cœur. Ouais. Non mais voilà, au final tu prends 50 pions, t'existes pas. À aucun moment tu pèses dans le match. Tu es dominé dans tous les secteurs. On a vu Roumat en 10 qui a fait ce qu'il voulait, passe dans le dos, redoublé, c'était exceptionnel. Avec un tout petit Ntamak en plus avant sa blessure qui est franchement pas inspiré, ça aurait pu être encore pire. Et j'arrive pas bien à comprendre comment Clermont l'année dernière était postulant au top 6 et comment cette saison il propose aussi peu. Alors peut-être que je suis sévère. Ça régresse. Ouais, ben j'ai ce sentiment là. J'ai ce sentiment et je dis vraiment désolé si je suis trop sévère avec les SM et en plus c'est pas un club que je couvre, mais en fait non mais vraiment je me fais chier en fait. C'est-à-dire que je ne vois pas les vertus. Non mais vraiment je vois pas les vertus à la Urios de combat, d'identité. Non mais attends, c'est quoi les vertus à la Urios? Moi je pose vraiment la question. Ce qu'il a fait au Yonaïa Castres, une équipe avec du courage, il y a 8 ans, avec après la saison à l'UBB c'était propre aussi, du moins la saison Covid à l'UBB c'était beau aussi. Oui mais t'as pas le même matos. Enfin j'ai du mal à comparer le Urios de l'UBB et le Urios de Clermont. Clermont ils ont eu quand même des gros problèmes de sous avec
avec le fait d'avoir prolongé des joueurs de manière totalement déconsidérée sur de la durée, avec des joueurs qui avaient plus de 30 ans. Voilà, c'était pas une vision à long terme et il l'a payé en arrivant. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à comprendre la direction que prend ce club. Modestement, je comprends pas. Pierre, c'est un monument du rugby français. Ce qui est inquiétant, c'est bien sûr, Oyonnax, etc. vont accepter ça aussi, tu vois, parce que on connaît quand même Oyonnax. On sait que c'est des équipes de ville qui sont, on va dire, dans le combat. On sait qu'il y a une identité combat dans ces villes-là. Clermont, évidemment, c'est une grande équipe de rugby, c'est une grande ville de rugby. Évidemment, il y a l'identité combat, mais c'est d'abord le jeu. Moi, Clermont, quand j'y pense, c'est d'abord le jeu des années 2010. Cette ligne de 3/4 qui faisait rêver, une charnière magnifique. Est-ce que vraiment ça correspond à ce que veut mettre en place Christophe Furios? Moi, j'ai des gros doutes sur l'identité que veut mettre en place Christophe Furios. Ta question, c'est est-ce que Furios c'est une erreur de casting? Bah évidemment que c'en a une. Ça l'est. Enzo. Non mais Christophe Furios, quand il est arrivé à Clermont, il a dit je veux redonner l'ADN de Clermont. Et il a directement parlé du paquet d'avant. Alors certes c'était une force de Clermont, mais je crois bien qu'il a oublié tout le côté offensif de ce qu'on a eu, avec des Rougeries, des Fofana, des Nalaga, des facteurs X qui nous manquent cruellement maintenant à Clermont. Et en fait on n'a rien offensivement, c'est le vide, c'est le néant. Et franchement un projet Furios sur 3 ans, je sais pas où va le club. Ah, mais Furios il s'est souvent aussi appuyé sur des joueurs qui faisaient des gros matchs, des grosses différences aussi. À chaque fois, j'ai l'impression que dans toutes les équipes, il a pu compter sur un numéro 10 qui faisait des saisons exceptionnelles. Exactement. À Oyonnax, il avait Botica qui était en feu. Akas Urdapilleta, il était au sommet de son art. Il arrivait à l'UBB, il est Jalibert qui brûlait. Et là, je suis désolé, j'adore Benjamin Urdapilleta, mais il a l'âge qu'il a aujourd'hui. Et derrière, ça peine. Tu vois, par exemple, sur ce type de joueur, son numéro 10, là, j'ai l'impression qu'il peut moins s'appuyer dessus que ce qu'il a pu sur ses anciennes expériences. Donc il faisait travailler ses avants, mais il avait aussi derrière des mecs à la charnière qui tenaient la baraque, quoi. Donc alors, attends, du coup il y a quoi? Il y a erreur de casting sur le coach ou effectif? Moi je pense qu'il n'a pas un effectif aussi talentueux que ce qu'on pense, tu vois. Ça c'est un effectif pour jouer quoi, ça, Pierre? Cette équipe de Clermont, si t'enlèves le coach. Non mais en plus moi j'ai rien contre Christophe Furios. Hein. Non mais moi ce que je dis c'est que c'est pas une équipe qui est bâtie pour le top 6, je trouve. Tu vois mais non, mais pas du tout aujourd'hui. C'est simple. Aujourd'hui, quel joueur de trop non plus, quoi. Mais non, mais c'est pour ça. Pour moi le problème c'est pas Christophe Furios. En plus un cycle, c'est normal que ce soit un cycle de 3 ans. Les fins de contrat, l'équipe elle te ressemble au bout de 3 ans. Normalement c'est comme ça que ça marche. Des fois. L'année prochaine, on verra à quoi ressemble l'équipe de Clermont, parce qu'il y a des fins de contrat, parce qu'il y a des joueurs qui renégocient, parce que toi tu as l'opportunité d'aller chercher les gars sur le marché. Mais aujourd'hui, mais c'est bien. Moi je suis pas contre le fait de s'inscrire dans la durée, mais il faut que le projet il ait un sens. En fait, il faut que la direction elle soit claire. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de raconter comme histoire? Parce que là en fait, il y a de la com beaucoup sur l'identité, les montagnes, le terroir, tout ça, mais dans les faits, cette équipe elle ressemble pas à grand chose, et si elle est 10e, c'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise saison, parce qu'aujourd'hui je pense même que Perpignan est devant, je pense que Pau est devant, je pense que Castres est devant, je pense que Lyon est sinon devant, au moins à hauteur. Le Stade Français peut être devant, le Racing est devant, Toulouse est devant, La Rochelle est devant. Ça fait beaucoup pour une équipe quand tu t'appelles Clermont. Franchement j'ai une grosse pensée pour les supporters de l'ASM qui en ce moment mangent leur pain noir. Tiens, je vous donne juste les fins de contrat puisqu'on en parlait. Rob Simmons, fin de contrat, Lannon, Fischer, Fritzli, Kramer, Yato, Soakula, Sanga, Bello, Giral, Irim File, Bautista Delgui et Joris Jurand. Voilà, ça c'est tous les joueurs en fin de contrat qui font partie du groupe professionnel. Voilà. Là il y a du lourd quand même. Il y a du très très lourd. Qu'est-ce que tu retiens comme enseignement, toi, Antoine? Alors moi je vais rejoindre un petit peu ce que disait tout à l'heure notre auditeur. Sur l'affiche. Ouais, je vais aller très vite. C'est Bayonne quand même, match référence pour moi depuis le début de l'année. Ils font que des matchs où ils se font peur. Là souvent c'est eux qui doivent revenir au score après être dominés par leur adversaire. Là tout de suite en un quart d'heure ils ont plié le match. En un quart d'heure ils ont plié le game et ils nous ont fait plaisir parce que souvent on a l'impression qu'ils jouaient pas avec la peur mais qu'ils jouaient avec le frein à main et qu'ils attendaient des éclairs de génie pour délivrer un petit peu et pour aller chercher des succès importants. Et là, tu as l'impression que c'est vraiment un succès collectif. Alors, il y a des éclairs de génie. L'essai de Thierry Limakela, c'est peut-être le plus bel essai qu'on ait depuis le début de l'année. L'essai de Camille Lopez, enfin, pour vraiment valider cette victoire, il est somptueux. Mais tu as l'impression que collectivement, ils ont élevé le curseur. Et quand Bayonne joue comme ça, il joue très rarement comme ça, mais quand ils jouent comme ça, sur des matchs aussi importants, ils peuvent embêter toutes les équipes de top 14. Et
bon, j'attends de voir la suite parce que quand on sort une prestation comme ça, comme on dit, une masterclass, ça donne envie de voir plus de Bayonne cette saison et plus de Bayonne à ce niveau-là. Voilà donc pour les enseignements de cette 6e journée du top 14. Mais alors, quelle était la meilleure affiche de cette 6e journée? Bagarre dans un instant. Vous voyez déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche. Les affiches de cette 6e journée du top 14, la victoire du Racing 92 face à Toulon 22-6, de Pau face à Castres 33-26, de Bayonne avec le bonus offensif face à La Rochelle 37-7, le succès difficile de Montpellier face à Vannes 26-24, Bordeaux-Bègles a battu Perpignan 66-12 et Toulouse s'est imposé face à Clermont 48-14. Alors on va essayer de déterminer quelle était la plus belle affiche. Il n'y a pas seulement le score qui rentre en ligne de compte, il y a la prestation globale, il y a les poils qui se sont hérissés peut-être en regardant les rencontres, et puis surtout il y a les plaidoiries, les choix des arguments, la diction et la construction de la plaidoirie. Ils s'affrontent ce soir. William, Enzo, Antoine, il y a aussi Alban et Quentin. Ils vont tous s'affronter. Le juge ce soir est Pierre Amiche pour juger donc de cette en haut de l'affiche de la 6e journée du top 14. Comment ça se passe? Je rappelle les règles. Il va y avoir un tirage au sort sur la durée de la plaidoirie à faire parce que en fait on s'est rendu compte que tout le monde préparait trop bien. Donc du coup maintenant les durées disponibles sont les suivantes: 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes, 1 minute et 1 minute 15. Vous prenez 15 secondes ou 1 minute 15, c'est très compliqué. Le 15 secondes, à chaque fois que quelqu'un a eu des 15 secondes, ça a terminé avant-dernier ou dernier. Et la seule fois où la personne qui a eu 15 secondes n'a pas fini dernier, c'est Enzo. Mais j'avais 15 secondes et c'est moi qui ai perdu. Voilà, donc bon, il y a aussi une part de chance. La première question que je vais poser à Pierre, c'est qui va être le premier à s'élancer, Pierre? Ça va être Antoine qui m'avait honteusement battu la seule fois où j'ai participé. Antoine est tenant du titre. Un braquage terrible. Ouais, donc Antoine est tenant du titre en plus. Wow. Antoine, tirage au sort pour la durée. Allez, c'est parti, on va connaître. Ah, il va peut-être avoir du mal à tenir son score. 15 secondes, Antoine. Oh là là, 15 secondes. Ouais, ça c'est extraordinaire. Ouais. Ça va être un très grand moment. 15 secondes Antoine pour défendre quelle affiche? Section paloise Castres Olympique, 8 essais marqués, 33-26, un choc du haut de tableau de top 14 qui fera date l'année dernière. Les Castrés l'avaient emporté brillamment. Cette année, les Palois ont fait la revanche avec notamment des joueurs exceptionnels, doublé d'Aquitaine et doublé de Gaëtan. 15 secondes, c'est tellement court. C'est tellement court. Tu sais que là, il a eu 16 en plus. Voilà, ouais, il a une seconde de plus, ce qui est rare. Qui est le deuxième à s'élancer? Pierre, prends des notes et à la fin tu nous donneras ton classement. Il a dit William de Brive, le bréviste William. Tirage au sort pour William pour la durée. Allez, c'est parti. 45 secondes pour William. Oh, c'est pas mal, 45 secondes, c'est intéressant. 45 secondes, c'est une bonne durée pour défendre. Bayonne-La Rochelle, William, c'est parti. Et oui, bien sûr, Bayonne-La Rochelle, parce qu'en tant que passionné de rugby, on savait que si l'Aviron Bayonnais perdait une fois de plus à domicile, ils allaient regarder vers le bas du classement. Et voilà, en tant que passionné, ça m'aurait vraiment embêté de voir les Basques galérer dès maintenant. Ils avaient deux options, les Bayonnais, c'était soit réduire la voilure et essayer de ne pas se découvrir, ou soit prendre l'initiative dès la première minute. Et en fait, heureusement pour nous, pour le public, malheureusement pour les Rochelais, ils ont pris la deuxième option. Ça leur a plutôt très bien réussi. En fait, le match, il est à l'image du top 14, où les grosses cylindrées, même les très grosses cylindrées comme les Rochelais, qui visent le top 1, 2, 3, ben, s'ils ne se déplacent pas à 100%, s'ils ne se déplacent pas pour gagner, ils peuvent perdre et prendre des valises comme c'était le cas ce week-end. Il y a un point hyper important, donc le début de Manu Tuilagi bien évidemment, et puis surtout la complémentarité, même la grande complicité entre Joris Second et Camille Lopez. C'est donc terminé pour William. Qui est le prochain à s'élancer? Pierre? Enzo Jacquet. Enzo, il se fait escroquer par le temps depuis qu'on a mis en place cette règle. Tirage au sort pour Enzo. Enzo, le tirage au sort a été effectué à l'instant. Et je suis au regret de te dire que pour une fois, tu vas avoir un temps basique, 30 secondes. Okay. Ah, 30 secondes pour Enzo. Enzo qui va défendre UBB.
Perpignan. C'est parti Enzo. Oui, UBB Perpignan, côté match, côté Bordeaux, du beau monde, Penaud, Duporter, Bureau, Jalibert. En voyant ça, les Perpignanais en avaient gros sur la patate. Alors pour montrer leur mécontentement, ils ont laissé leur en but en mode péage. Un jour de manifestation des Gilets jaunes, 10 essais dans la besace, 3 doublés, Jalibert, Bureau, Srébier. Et pour 10 essais offerts, vous avez le droit à un gros bisou plein de tendresse d'Apissa, Nakalez-vous. Bon, au Fidji, un bisou, c'est un bon gros coup de tête, mais c'est comme ça, ce sont les coutumes. Ça ne se refuse pas et Nicolas Duporter l'a bien compris. Enfin, il a pas eu le choix de comprendre. Bah après, il a le droit d'avoir un dans son 2 fois. Eh bien, écoute. J'espère que l'arbitre l'a entendu. Les erreurs. Il reste donc Quentin et Alban qui est le prochain, Pierre. On va désigner Quentin. Allez, c'est parti Alban pour le tirage au qui sort. passe en dernier, le stress pour Alban, j'adore. Quentin Cavani, tirage au sort. Surveillez Quentin, parce que je sens qu'il peut lui donner son tirage au sort. Allez, tu sais quoi, j'avais cliqué et je vais attendre que Antoine Mazère vienne cliquer à ma place. Comme ça, on sait qu'il n'y a pas de triche. Vas-y Antoine. Allez, tac, c'est parti pour le tirage au sort. 1 minute. 1 minute pour Quentin Cavani. Voilà, 1 minute. C'est long, 1 minute. Hein. Ah, 1 minute, c'est assez long, c'est vrai. Ça pique un peu. Je te sens pas rassuré, Quentin. Bah, écoute, disons que je suis arrivé les mains dans les poches. Pour défendre Toulouse-Clermont. Allez, c'est parti. Exactement, 1 minute pour défendre cette affiche de rêve entre Toulouse et Clermont. Une rencontre dans laquelle on s'est régalé, on a tout vu et on a vu aussi le retour de l'homme à tout faire, Antoine Dupont. Il lui aura fallu seulement 12 minutes pour inscrire un triplé dans cette rencontre. Et vous savez quoi ? Eh ben, je vous propose de le revivre dans les conditions du direct. Il prend son premier ballon dans les 22 mètres adverses et va marquer un essai. L'essai d'Antoine Dupont. Ah mais il va y avoir essai. Et le doublé d'Antoine Dupont, non. Si, c'est un doublé pour Antoine Dupont. Il a percé un jeu Capozzo, il va pouvoir pousser au pied ce jeu au pied pour Antoine Dupont qui a la course. Antoine Dupont sur les 22 mètres, est-ce qu'il va pouvoir récupérer ce ballon? Oui. Oh, le triplé d'Antoine Dupont. Exceptionnel Antoine Dupont. Voilà, triplé d'Antoine Dupont, parfaitement retransmis par Rémi Mességué. C'est ça le rugby. Le rugby, c'est les émotions et on les a vécues hier soir. C'est quoi ça? Mais ça c'est une... Mais si, il y a le bed. Mais écoute, mais ça c'est une connerie de réalisateur ça. Non mais attends, le mec il s'est fait j'ai pas de parler quoi. Non mais c'est honteux. Écoute, moi j'étais là, j'ai vu 30 secondes. Je me suis dit je vais les caler les 30 secondes dans la minute. Je suis obligé. En bon producteur que tu es, tu sais très bien ce qui vient de se passer derrière la régie, Pierre, mais je n'en dis pas plus. Place à Alban maintenant. J'ai tout compris. Alban, tirage au sort du temps. Allez, c'est parti, le tirage au sort du temps pour Alban. Il aura 1 minute et 15 secondes. Oh, c'est terrible. C'est long. Ah, c'est très très long. Ah oui, c'est très long, effectivement. Ça dépend. Ah oui. Première pour Alban. Tu peux chanter radio, si tu veux. Alban, vous faites comme Alban, 0826 300 300. Si vous nous appelez tout de suite, vous aurez à défendre Racing 92 Toulon. Waouh, n'appelez pas. On est beaucoup d'appels. Puisque Alban a choisi Montpellier-Vannes, 1 minute 15. C'est parti pour toi, Alban, on t'écoute. Montpellier-Vannes, le match de la peur entre les deux plus mal classés du classement. On n'est pas sur un match de pom-pom girl avec des strass et des paillettes et des joueurs partout comme on peut prendre à Toulouse par exemple, mais on est sur un match galette-saucisse. Alors pas avec des galettes en tribune et des saucisses sur le terrain, on est sur un vrai match de rugby avec du suspense, du jeu, malgré une météo dantesque avec de la pluie qui n'a pas arrêté. Un suspense, le seul match à suspense de la journée, je vous le disais, il y a simplement eu un chassé croisé entre les deux équipes et seulement 2 points pour terminer, pour déséparer les vainqueurs Montpellier du jour et les vaincus Vannes qui rentreront avec des regrets. Et on se retrouve avec vraiment un très très beau match du jeu. Là, il reste 30 secondes. Oh la vache, j'ai pas l'habitude de faire une minute 15. Parle de la charnière, Alban. La charnière, Léo Colli, exceptionnel, hein, vraiment. Colli et Reynard, côté Montpellier, a vraiment tenu la baraque et ont fait la différence vis-à-vis de Lafage et Le Bail, côté Vannes. On s'est quand même retrouvé avec du très beau jeu, 2 essais à 3 et un jeu au pied tactique et face au perche qui a permis à Montpellier de l'emporter et de se rassurer quelque peu, même si dans le fond on sent qu'il y a un syndrome post-traumatique. C'est bon. Bravo Alban, parce qu'une minute 15 ça tombe pas tous les jours.
Je vais dire ça à ma femme, 1 minute 15, elle va m'engueuler. Hein. Elle va demander si t'as pris ta douche. Ça me rappelle une fois, je peux vous jurer, une fois dans un match de rugby, je me suis retrouvé à finir un match en 10, je vous jure que c'est vrai. Un truc qui quand même n'est pas censé m'arriver, hein, vous imaginez bien. Et à la fin du match, je vais voir le coach, je fais je suis désolé, parce que bon, j'avais été cata. Il me dit, mais non, sois pas désolé, t'as été courageux. Bah voilà, Alban, t'as été courageux sur 7 minutes 15. La notion de quand on te dit courageux, c'est on salue quand même Steve, entraîneur à Antony au métro maintenant en Fédéral 2. Bon. Alors, le classement, il se passe comment, Pierre? J'ai besoin que tu me donnes l'avant-dernier. Donc, on est combien aujourd'hui? 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça? Oui. Donc, tu vas donner le 4e, le 3e, le 2e. Et puis ensuite, il y aura un vainqueur et un immense perdant. Et c'est surtout le perdant qu'on mettra en lumière de façon scandaleuse. Qui termine avant-dernier ce soir, Pierre? Dans un pur souci de vengeance et de par le fait qu'il a été relativement moyen sur les 15 secondes qui lui étaient allouées, Antoine, avant-dernier. Je vais perdre. Du rythme, mais c'était quand même, ça manquait cruellement d'infos en 15 secondes. Mais tu sais que si tu mets dernier, tu chies sur le travail de Rémi Ségué quand même. Non, mais je veux pas t'influencer. Commence pas, Quentin. Commence pas là. Commence pas. Donc 4e et avant-dernier, Antoine Mazère qui me dit je quitte le studio. Ok, d'accord. Bon, salut Antoine. Ciao mon pote. Il s'en va. Lui, il s'en fiche, il a eu sa piste, hein, tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est pas moi qui reviens, on a besoin de toi, Antoine. Bon, qui termine 3e. Ça nous fait plaisir que tu sois là. Enzo 3e. Enzo, des petites conneries sur deux porteurs, quoi. Voilà. Le du porteur coûte cher. Je crois que le du porteur, voilà. Mais les gilets jaunes et le PH c'était pas mal. Un peu lu. Gilets jaunes PH, je l'ai souligné aussi. C'était prêt. Mais du porteur. Ouais, mais il était trop près, c'est de la triche. Ouais. C'est un poil qui termine 2e. Voilà. À la 2e place, Alban, parce qu'il a été courageux. Il a battu son record de plus d'1 minute. Et puis surtout, moi, ce qui me fait te mettre 2e, c'est que mon ressenti était de 11 minutes et j'ai beaucoup de compassion pour ce que tu as vécu. Alban, c'est bien. Franchement, première participation, 2e place, c'est cool. Hein. Franchement, le plus leader du haut de la fiche, ça me va parfaitement. J'aime pas ce qui est en train de se passer. Donc il y a un vainqueur. Il y aura un vainqueur entre William et Quentin. Il y aura une chips absolue à la dernière place. Pierre. À la dernière place, Quentin. C'est un scandale ce que tu as fait. C'est honteux. Tu t'es servi du travail des autres. T'as pris 25 secondes pour lancer un sonore pour rentrer dans les timings parfaitement. Bah oui. T'as commencé en disant alors il faut 1 minute pour défendre patati patata. Exactement. On a bien vu les grosses ficelles que t'as utilisées, Quentin. Ça ne marche pas avec moi. Mais j'avais un autre argument de poids, j'avais celui-là. Parlons vrai. Les infos, Antoine Dupont, il est 10h. J'ai pas eu le temps de le caler. Je voulais le mettre dedans aussi. J'ai pas eu le temps. C'est expert qui s'est trompé. C'est pas bien ça. Je voulais le caler, j'ai pas eu le temps. J'ai prévu ces trucs quoi. Si j'avais eu une carte, vous auriez eu les deux. Ça c'est les réalisateurs. Mais attends, du coup là je t'écoute Pierre. Donc William il est vainqueur par défaut? Oui. Mais pas vainqueur par défaut, il a été bon William, il a été bon. Voilà, il y a un point hyper important, il y a un point hyper important, il a pas eu le temps de le dire, ça j'étais un peu déçu. Mais bon, globalement comme je voulais me venger d'Antoine, comme Enzo a pas été magique, comme les grosses ficelles de Quentin c'était abusé et que Alban il s'est accroché mais que 17 minutes de chronique c'est un poil long pour lui, il a fini essoufflé. Bravo William, tu remportes. Ouais, non, ça va, victoire par défaut. C'est pas par défaut. Tu mérites. Victoire par défaut quand tu finis premier d'un concours, si les autres sont nazes, tu vas pas il va falloir revenir à ta place un moment quand même. Parce qu'il est puni dans un coin du studio, la tête basse. Ah oui, il est vexé quoi. Et du coup, juste un micro. Merci Alban, merci William, bravo à vous deux. Vous faites 1 ou 2, c'est quand même exceptionnel. Hein. Vous terrassez des spécialistes de rugby. Vous en êtes aussi bien évidemment, mais vous n'êtes pas payé pour. Ce qui pose la question peut-être. Parce qu'ils sont payés les autres. Non. Mais oui, c'est ça le problème. Ah si, mais du coup on va réévaluer tout ça. On va réévaluer tout ça. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour le court avant-match de Lyon Stade Français Paris. On a tiré le temps parce que bon, il n'y avait pas. Voilà. On va en parler dans un instant de ce Lyon Stade Français. Ne vous inquiétez pas, David Girard arrive.